Ok, super. Ben, écoute, on est en live. On est sur donc la page Facebook Gamers Voice, mais on est aussi en live sur Twitch. Et je suis aujourd'hui avec Thierry, donc qui a plusieurs casquettes, mais aujourd'hui il va en avoir deux principalement. La première, donc tu es responsable éditorial comics chez Delcourt, et la Mhm. deuxième, tu es auteur scénariste donc du Garde républicain, qui était l'image qui apparut pendant 2 secondes tout au début. Donc déjà, ben, comment Tout est-ce à que tu fait. vas? Comment ça se passe? Merci, ça va très bien. Et d'abord, bonjour à ceux qui nous suivent au cours de ce live. Je suis ravi d'être avec vous pour parler un peu de pop culture, de comics en particulier, et du Garde républicain, effectivement, puisque c'est pourquoi tu souhaitais qu'on fasse ce live ensemble. Je me suis Ok. même préparé Ben, d'ailleurs. Voilà, j'ai mis le t-shirt qui va bien, comme ça. Voilà, on sait de quoi on parle. j'ai essayé de retrouver le numéro que j'avais, qui Ouais, malheureusement doit être caché parmi tous les numéros de ma bibliothèque. Donc malheureusement, ma bibliothèque, elle est cachée derrière la caméra, donc vous pouvez pas la voir. Tout ce que vous pouvez voir, en fait, c'est mon mur avec un des posters sur les X-Men. Mais il y a d'autres posters un peu partout que vous ne pouvez pas voir, malheureusement. Euh, voilà. il faudrait que tu Donc fasses on un est tour, sur. un tour d'horizon un jour de ta pièce là. C'est bien, ça Ouais. intéresserait les gens. Ben alors pour la petite histoire, j'essaie de monter justement un plateau télé, tu sais, pour pouvoir faire des lives de manière un peu plus facile. Donc effectivement, quand il y aura cette possibilité, j'aurai sans doute comme chez les youtubeurs, tu sais, quand tu regardes derrière eux, ils ont toujours des étagères, ce genre de choses, Sur les avec plein étagères, sur les de mangas écrans, de sur comics. des écrans verts, effectivement, avec des incrustations, on peut faire ça, on peut s'amuser à ça. Voilà. Mais pour le coup, moi j'ai vraiment genre 10 000 bouquins derrière moi là, mais malheureusement je peux pas les montrer. Ouais, il Voilà. y en a Donc quelques-uns que tu dois voir apparaître ici. Oui, oui, il y a justement ouais, je vois. une collection Walking Dead là-haut, et puis pas mal de CD, DVD et bouquins, tout trônant avec des photos de mes gosses. Enfin voilà, tout va bien. Donc je vois qu'il y a des gens qui nous rejoignent, hein. N'hésitez pas déjà à nous dire si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. On est en live, donc c'est toujours un petit peu compliqué puisque je sais jamais en fonction du wifi des gens si ça va passer. Euh, Bah écoute, avant qu'on rentre un petit peu dans le détail justement de ce live et qu'on parle des comics et du garde, pour ceux Mhm. qui arrivent, est-ce que voilà, en 2, 3 minutes, tu peux te présenter pour un peu nous montrer qui tu es et sur quoi tu as eu l'occasion de travailler dans le passé? Oui, bah, je suis donc Thierry Mornay, j'anime le catalogue comics au sein des éditions Delcourt depuis maintenant un peu plus d'une quinzaine d'années. Ça fait maintenant une vingtaine d'années que j'ai la chance de travailler dans ce domaine d'activité qui est un domaine de passion. Donc je sais particulièrement la chance que j'ai d'allier passion et activité professionnelle. J'ai débuté en collaborant avec un certain nombre de fanzines qui étaient en version papier, ce qu'on trouve aujourd'hui sur un blog ou chaîne internet comme celle sur laquelle nous sommes aujourd'hui, notamment un titre qui s'appelait Scarce. J'ai collaboré aussi avec l'Inédit, un autre fanzine belge de mon ami Tony Larivière. Et puis ensuite, bah, j'ai été opéré entre guillemets. Enfin non, j'ai collaboré aussi avec les éditions Panini en freelance sur un certain nombre de titres. Donc les comics étaient déjà partie intégrante de mon existence et de ma culture et de ma pop culture. J'ai collaboré avec Didier Passamonique au sein des éditions Betty, tout cela avant d'être contacté un jour par les éditions Semic, qui étaient les héritiers à l'époque des mythiques éditions Lug, qui éditaient des magazines bien connus des amateurs de comics en VF, puisqu'on parle de Strange, Titan, Nova et consorts. Et puis, je suis allé collaborer avec eux pendant 6 ans pour animer également leur catalogue, principalement en presse au début, puis on a fait migrer effectivement les comics vers la librairie. Ça a duré 6 ans. Ça a permis de travailler sur pas mal de créations aussi au sein de Semic, puisque c'est là notamment qu'est née une série qui s'appelle Strangers, qui a d'ailleurs été publiée aux États-Unis chez Image, une série qui est scénarisée par Jean-Marc Lofficier et que j'avais le plaisir d'éditer au tout début chez Semic, même si cette série se poursuit aujourd'hui sous le label Hexagon Comics. En l'occurrence, au bout de 6 ans, l'aventure avec Semix s'est
arrêté, c'est terminé, et j'ai été contacté par Guy Delcourt pour aller m'occuper de son catalogue comics. Donc je collabore avec Guy depuis voilà maintenant près de 16 ans. Et puis au chapitre effectivement de ce que j'ai pu faire en collaboration avec les éditions Delcourt, j'ai animé et ça va se terminer l'année prochaine un peu le catalogue Star Wars depuis mon arrivée, faire et fait venir et signer des deals avec des auteurs tels que Eric Powell. On a développé le catalogue Hellboy avec Mike Mignola notamment, Jeff Smith, et puis signer cette petite série de zombies dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler, qui s'appelle Walking Dead. Et ça a été effectivement une très très belle aventure qui n'est pas terminée d'ailleurs, puisqu'on vient d'apprendre il y a quelques jours au sein de la Comic-Con en ligne qui était organisée par un certain nombre d'éditeurs américains, notamment Skybound, qui est la maison d'édition de Robert Kirkman, que à partir du mois d'octobre aux États-Unis, l'intégralité de la série Walking Dead allait être à nouveau présentée, éditée, mais cette fois-ci en couleur. Et donc on aura très probablement dans les prochaines semaines ou les prochains mois l'occasion de vous en reparler à travers les programmations Delcourt, même si ça ne verra pas le jour en France avant 2021, quoi qu'il advienne. Voilà. Voilà, c'est une présentation assez schématique de ce que je fais professionnellement. Et puis parallèlement à ça, il y a quelques années, alors que j'allais avoir 50 balais, je me suis décidé à passer un petit peu de l'autre côté du miroir, du côté de la barrière, en ne me contentant pas d'être éditeur de série dont j'achetais les droits aux États-Unis, mais en l'occurrence en développant mon propre personnage ou mon propre projet BD en fait au départ. Je n'étais pas hyper fixé. Et puis je pensais à des choses que je lisais quand j'étais ado et qui me faisaient kiffer. Et en l'occurrence, il y a un projet qui a surnagé un petit peu au niveau de tout ce qui était encore dans les cartons. Et ce projet était une série de super-héros français qui fut créée en son temps d'ailleurs pour le compte dans le cadre des éditions Luc, on va dire, puisque j'avais participé à un concours de dessin dans Mustang, qui était la revue qui a vu naître des personnages tels que Micros, Ozark ou Photonic, respectivement de Jean-Yves Mitton, Franco Oneta et Ciro Tota. Et j'avais créé le personnage dans sa première incarnation à l'occasion de ce concours de dessin. Voilà. Donc 40 ans après, on est là pour parler du garde républicain, dont la toute première incarnation fut envoyée par le très jeune Thierry Mornay pour un concours de dessin Mustang. Donc c'est assez rigolo. On fête d'ailleurs le 40e anniversaire de la parution de Mustang version super-héros cette année, puisque c'était un titre qui date de 1980. Et donc voilà, depuis quelques années, j'anime et j'écris un certain nombre de scénarios pour j'auto-édite ce comics français, parce que c'est le nom qu'il faut lui donner. Je parle pas vraiment de French Comics parce que ça signifie pas grand-chose, mais enfin c'est une bande dessinée qui utilise les codes de narration des comics américains, qui est une série on va dire de super-héros, mais c'est un petit peu une excuse pour raconter différents types d'histoires. Et j'ai le plaisir d'animer ça depuis maintenant 7 ans, avec en gros une trentaine de publications différentes, 16 numéros standards, des numéros hors série, des collaborations diverses et variées avec des auteurs dont je ne rêvais même pas il y a encore quelques années de pouvoir collaborer avec eux, que ce soit Jean-Yves Mitton, que je cite à nouveau, le créateur de Micros, qui a réalisé un épisode entier du Garde, ou d'autres auteurs tous aussi talentueux les uns que les autres, avec lesquels j'ai le plaisir de collaborer maintenant depuis plusieurs années, et c'est pas fini. Voilà. Ok, bah écoute, une bien belle présentation assez complète. Pour ceux qui nous regardent, hein, si jamais vous avez des questions, que ce soit sur le Garde ou l'univers comics au niveau français, n'hésitez pas à poser vos questions. On y reviendra soit à la fin, soit au moment où vous posez vos questions. Je te propose tout simplement de passer sur le Garde pour commencer. Donc pour ceux qui découvrent ou qui connaissent déjà un petit peu, est-ce que tu peux déjà un petit peu rentrer dans le détail de c'est quoi l'histoire générale du Garde républicain et est-ce que tu avais une idée d'en faire, j'ai un peu spoilé, un espèce de Captain America à la française ou pas?
Alors, faut bien avouer qu'au tout début, et la première version, la première incarnation dont je parlais lorsque je l'ai créé pour le compte de son cours de dessin, Schlug dans les pages de Mustang était beaucoup plus simple, basique, et effectivement, on n'était une version extrêmement appauvrie d'un Captain America à la française. Lorsqu'on a 50 balais, qu'on a lu pas mal de comics, on va dire quelques dizaines de milliers de pages de comics, et notamment de super-héros, mais il se trouve qu'à cette époque-là, je lis quasiment plus de super-héros depuis maintenant un bout de temps. Je pense qu'il y a un moment donné où je parle des super-héros traditionnels de Marvel et DC, hein, en l'occurrence, même si je continue à suivre quelques séries par goût de certains personnages. Hein. Mes personnages préférés restent Daredevil ou Black Widow, en l'occurrence. J'ai moins d'acquaintance avec les personnages DC Comics, et puis surtout, euh, je pense qu'au bout d'un certain temps de lecture, ou lorsque l'on grandit, on se débarrasse un petit peu du fantasme adolescent que représente le super-héros surpuissant qui met un slip au-dessus de son pantalon ou une cape, qui ne vieillit jamais et qui revient toujours, même après avoir été tué 25 fois, revient au point de départ. Ça, je dois avouer que c'est des choses qui narrativement ne m'intéressent plus spécialement. Donc, ça a été un peu un défi de se dire, tiens, puisque tu ne lis plus de super-héros, bah, pourquoi pas en faire un, en créer un, en recréer un à partir de des bases du super-héros, le garde républicain que j'avais créé quand j'étais minot, et puis de le redéfinir, de le redesigner, le dépoussiérer pour en faire quelque chose qui correspond à ce que moi j'aurais envie de lire aujourd'hui à 50 balais passés. Euh, et en fait, ça a été un mélange, effectivement, s'il faut pitcher de manière très simple et rapide. Ça a été c'est un mix entre un Captain America version française et le Fantôme du Bengale. Pourquoi le Fantôme du Bengale? Parce que c'est effectivement l'un des ancêtres des super-héros traditionnels et classiques, hein, né dans les années 30, sous le crayon de Lee Falk. Et en fait, ce qui m'intéressait dans la logique du fantôme, c'était qui s'appelle le fantôme du Bengale en France, et c'est juste le fantôme en fait aux États-Unis, le fantôme. C'était la tradition de transmission qu'il y avait d'un personnage à l'autre. Lorsqu'il mourait, eh bien, il passait la charge qui était celle de devenir le fantôme à son fils ou à sa fille. Alors, le garde républicain répond un petit peu à ces canons-là, sauf que là, il ne s'agit pas de passer le relais au fils ou à la fille du garde précédent, mais j'ai simplement imaginé une petite mythologie dans laquelle le tout premier garde aurait vécu à la fin du XVIIIe siècle et pourrait avoir été Lafayette lui-même. Alors, quand on regarde un petit peu l'histoire du marquis de Lafayette, certes, c'est un noble d'origine, mais c'est aussi quelqu'un qui a énormément s'est abreuvé aux valeurs du siècle des Lumières et était plutôt un républicain dans l'âme, qui a eu beaucoup de mal d'ailleurs à implanter ou à faire passer ses idées républicaines en France à l'époque, parce qu'il se trouvait un peu opposé à un type qui s'appelait Napoléon et qui était quand même pas le plus grand des démocrates. Et en fait, il a voyagé beaucoup, ce marquis de Lafayette. Il est allé aux États-Unis, il a rencontré Benjamin Franklin, il a rencontré George Washington, avec qui il avait une relation personnelle très développée. Et puis on rend compte que la Constitution américaine, en fait, elle est beaucoup basée sur des idées forces qui sont les mêmes que celles de la Constitution française. Bref, ces valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, mais avant tout solidarité, tolérance, vivre ensemble. Voilà ce qui m'a attiré en fait pour être des valeurs que j'ai injectées dans ce personnage-là, qui est le garde républicain. Et puis surtout, le fait de disposer d'un personnage complètement mortel, capable de mourir au combat, de maladie, de vieillesse, quelle que soit l'époque, bah, me permettait finalement de disposer d'un bac à sable créatif extrêmement large, puisque depuis la fin du XVIIIe siècle jusque, si je le souhaite, dans le lointain futur, je peux imaginer autant de versions du garde républicain qui me plaît. Et donc développer autour de ça des supporting cast, comme on dit, des personnages secondaires et des situations en fait qui me permettent de raconter tout type d'histoire. Je peux raconter une histoire de pirate effectivement à la fin du 18e, je peux raconter pourquoi pas une histoire, un western à un moment donné si l'envie me prend d'envoyer mon garde sur le territoire des États-Unis au moment de la conquête de l'Ouest. Il peut très bien avoir
collaboré avec les Brigades du Tigre pour arrêter Bono au début du XXe. Il est un super-héros standard et traditionnel à partir du moment où on est dans un contexte contemporain. Il a participé à la résistance effectivement au moment de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, bref, j'ai à ma disposition des histoires de pirates, des histoires de guerre, des histoires de western, des histoires de super-héros traditionnels. Et j'ai en fait un squelette et un treillis qui me permet de bâtir tout type d'histoire, intimiste ou pas, grande aventure ou pas. Et donc ça devient un bac à sable en fait dans lequel je puise pour raconter les histoires que j'ai envie de raconter. Donc certes, il y a un personnage, le garde républicain, qui est effectivement le personnage qui va rallier et qui est le fil rouge un peu de l'ensemble de ces récits, mais c'est avant tout un prétexte pour pouvoir raconter tout type d'autres histoires qui me plaisent. Ouais, c'est cool. Et justement, étant donné que tu as une diversification ou une diversité d'époques, quelle est Mhm. l'époque parmi celles que tu peux utiliser en enlevant évidemment, on va dire, les époques futuristes, puisque pour l'instant elles n'existent pas, mais parmi les époques qui ont existé, quelle est celle que toi tu préfères exploiter ou que tu Bon, préfères personnellement? personnellement, moi, ça m'a énormément plu de travailler sur les premiers numéros parce qu'il fallait présenter un personnage qui répondait un petit peu au canon des séries de super-héros traditionnelles. Donc, j'ai travaillé dans un contexte plutôt contemporain. Et puis, ce qui m'a beaucoup plu avec ça, c'était d'animer parce que en plus, elle s'anime toute seule. C'est de créer ce personnage-là qui est un peu la sidekick du garde. Batman a son Robin. Et bien moi, mon garde, il a Marianne. Qui est sa jeune partenaire avec laquelle il combat les méchants, voilà, pour faire très très simple. Et en fait, ce personnage de Marianne est absolument extraordinaire à animer et il a une personnalité propre. Et c'est très agréable quand on écrit un scénario de voir de quelle manière effectivement des personnages prennent vie, prennent la main presque et s'écrivent presque tout seuls. Après, j'ai une deuxième période de projection qui est celle de la Seconde Guerre mondiale parce que là, on était dans une époque qui était beaucoup plus simple, que ce soit technologiquement ou en termes de confrontation de valeurs et animer un garde républicain dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale, c'est plaisant puisque on en fait un personnage qui rejoint la résistance par exemple, et qui va, par exemple, s'opposer au régime de Vichy. Donc là, on a des méchants tout trouvés, hein, que sont les nazis et les collaborateurs, et ça permet de développer des histoires pleines de valeurs et de bons sentiments, et ça, c'est plutôt sympa. C'est un contexte qui est assez rigolo à explorer aussi, quoi. Mhm. Les années 70 Et me plaisent également beaucoup, hein, je dois avouer. Il y a une collaboration développée avec un dessinateur rouennais qui s'appelle Christophe Hérin, et on travaille énormément sur cette période ensemble, et c'est un vrai plaisir parce que c'est un plaisir de collaborer avec Christophe pour commencer. C'est aussi une des marques de fabrique de cette série du Garde, c'est que elle m'offre l'opportunité vraiment de collaborer avec des gens avec qui je m'entends très bien et avec qui j'ai vraiment plaisir à collaborer. Donc ça, c'est vraiment le pied, quoi. mhm. Tu parlais à un moment justement, tu sais, en termes d'inspiration, il y avait le fantôme du Bengale Mm. qui effectivement se dit juste le fantôme aux USA, et je pense que tu connais sans doute la série Fantôme 2040 Mhm. où il y a justement aussi ce héros qui lui est vraiment pour le coup une suite, on va dire, du fantôme du Bengale, où on a de père en fils ou de père en fille ou de mère en fils la transmission du costume jusqu'en Mhm. 2040. Et donc juste dans ton histoire à toi, il n'y a pas cette filiation, mais comment se fait à ce moment-là la transmission du costume? La transmission, elle peut se faire par le système de valeurs à partir du moment où le garde est quelqu'un qui défend, certes, la veuve et l'orphelin, mais en plus répond aux valeurs qui sont celles issues du siècle des Lumières, de la République, celles que j'évoquais tout à l'heure, la tolérance, le vivre ensemble, enfin ce genre de choses. Eh bien, lorsqu'un garde disparaît ou va disparaître, eh bien, il se trouve être quelqu'un d'autre pour prendre le relais, en fait, et venir incarner effectivement ces valeurs. Ces valeurs qui pour certains vont sembler désuètes et puis moi qui fais partie des choses qui sont mon fondement, et puis c'est des valeurs qu'on transmet en fait, hein,
à ses propres enfants ou aux personnes que l'on côtoie ou qu'on partage avec les personnes que l'on côtoie, quoi. Donc c'est des valeurs positives, et ça c'est super intéressant, super important de les transmettre et de les faire connaître. Il y a des choses qui vont sans dire, mais c'est bien de les rappeler que ces valeurs sont intéressantes. Celles qui figurent au fronton de nos mairies, elles sont pas là pour les chiens, elles incarnent quelque chose. Donc voilà, le personnage, en l'occurrence du garde républicain, eh bien, il est porté par ces valeurs-là. Mais d'ailleurs, tu parlais du fantôme 2040. Moi, j'ai des récits, notamment celui de Jean-Yves Mitton, qui se situe en 2054. Il y en a d'autres qui peuvent se situer dans un futur plus ou moins proche ou encore plus éloigné. Je m'interdis absolument rien. C'est toute la beauté du projet en tant que tel. Hein, c'est de pouvoir justement développer des récits dans n'importe quel contexte. Et puis la science-fiction est plutôt intéressante parce qu'elle permet de partir en live et puis d'avoir pourquoi pas un petit discours critico-politique en fait sur l'évolution d'un certain nombre de nos sociétés et sur la manière dont le pouvoir est aujourd'hui tenu par quelques castes, quoi. Donc c'est plutôt bien. Et puis que le garde républicain est un électron libre qui est pas du tout affilié à quelque gouvernement que ce soit, cet aspect gouvernement libre un petit peu anarcho parfois qui m'intéresse aussi à animer, quoi. Ok. Et est-ce que, comme dans Captain America ou d'autres comics américains, il y a un espèce de super vilain, je penserais, on va dire, à Crâne Rouge pour Captain America, mais enfin, est-ce que tu as un espèce de super vilain qui lui aussi transcende les âges, ou est-ce que en fonction des époques, pour chaque époque, il y a un super vilain que vous avez, enfin, ou un groupe de méchants entre guillemets, hein, que vous avez identifié et qui va être l'adversaire du garde. Comment Alors, ça se passe? effectivement, quand on pense aux super-héros traditionnels, il y a souvent une némésis, quoi, un personnage qui revient de manière récurrente, qui ne meurt jamais, qui vient toujours emmernuiller le super-héros en question. En ce qui me concerne, il y en a deux qui se dégagent un petit peu sur l'ensemble de la trame. Le premier, c'est un groupe criminel qui s'appelle Crimen, que je n'ai pas inventé, mais qui est un groupe que j'ai utilisé et qui sort de l'univers Hexagone. L'univers Hexagone, c'est un univers de super-héros et de personnages fantastiques français qui est né dans les pages des petits formats pocket, que ce soit Mustang, Rodeo, Zambla et compagnie au sein des éditions Luc depuis les années 50. Et qui ont été réorganisés en un univers cohérent et commun sous l'égide de Jean-Marc L'Officier. Et en l'occurrence, Crimen fait partie de ces groupes de criminels, un petit peu comme Hydra pour Captain America ou l'AIM dans l'univers Marvel. On a l'équivalent, par exemple, du Shield avec le Clash également, qui fait partie de cet univers-là. Donc, on a des organisations transnationales en fait qui viennent aider à maintenir la paix sur Terre. Et puis le deuxième méchant là, que j'ai créé avec Christophe Hénin au début de notre animation du Garde des années 70, est en fait je peux pas en dévoiler trop en fait, mais c'est un personnage finalement qu'on a déjà croisé et dont on va en voir un peu plus dans les numéros qui viennent. Et ce personnage-là a un passé commun avec le garde. Et il est à la tête aujourd'hui d'une organisation éco-terroriste, avec tout ce que ça peut constituer d'intéressant ou d'attirant, d'accord, et par les méthodes parfois de rebutant. Donc ça m'intéresse aussi de confronter un personnage un peu droit dans ses bottes, comme peut être le garde en général, à une cause à laquelle il peut être sensible, mais à des méthodes qu'il ne peut que réprouver, puisque le terrorisme, sous toutes ses formes, est quelque chose que le garde est là pour combattre. Donc. Ok, donc on voit effectivement que même si il y a un style un peu US, il y a quand même ce côté différenciation avec un peu plus de contenance, on va dire, sur les ennemis que peuvent affronter le garde. Juste pour finir un petit peu justement sur le garde, c'est quoi les prochaines parties temporelles sur lesquelles vous allez travailler?
Alors, tout d'abord, il y a le tout dernier, voilà, qui est disponible depuis quelques temps, donc je suis particulièrement fier parce qu'en plus, il a été écrit par mon fils, voilà, qui a fait un très très beau boulot, et je suis ravi. Et il est dessiné magnifiquement par Ludovic Rodriguez, dont je vous encourage à aller découvrir le travail sur sa page Facebook et l'ensemble des réseaux sociaux. C'est vraiment un auteur avec énormément de talent et de devenir. Et le tout prochain, il est pas encore sorti, mais voilà, je présente qui ne sera pas la couverture définitive, mais c'est le garde républicain, c'est un récit du garde républicain qui se situe très exactement à la fin du 19e et au début du 20e. Et notre garde va rencontrer respectivement Sherlock Holmes, Watson bien sûr, il va rencontrer Mr. Hyde, et pas mal de personnages de cet ordre-là. C'est sublimement mis en image et en scène par Giuseppe Manunta, que j'ai eu le plaisir de rencontrer il y a quelques années sur un festival, et qui d'ailleurs a réalisé quelques albums de la série Sherlock Holmes pour un éditeur de l'Est de la France. Et bah, je suis tellement heureux et fier que Giuseppe, qui est d'origine italienne, comme son nom l'indique, mais vit à Strasbourg. Je suis tellement heureux et fier que donc Giuseppe a accepté de réaliser un épisode du Garde et qui est absolument magnifique, absolument sublime. Et voilà. Puis je vais vous montrer la couverture pour la petite histoire. Voilà. Tu peux nous montrer la couverture pour la petite histoire, et il n'y a pas de souci. Voilà, ça c'est la couverture. Donc vous voyez un petit peu le sublime travail de Giuseppe avec en arrière-plan le Moulin Rouge, version début du XXe siècle, puisque se situe à une période où la Tour Eiffel est en construction au moment de l'exposition universelle de 89. Donc voilà, ça c'est encore une période sur laquelle on n'était pas venu avec le Garde. Et petit à petit, je m'amuse à combler les trous de l'histoire de France, sans jamais la changer. Mais en incorporant en fait le Garde sur des événements qui se sont produits, et puis en imaginant par exemple que c'est le Garde qui a aidé justement, je l'évoquais tout à l'heure, la Brigade du Tigre à arrêter Bono et sa bande au début du XXe siècle. Voilà. D'où le nom La Bande à Bono pour ceux qui le regardent. Yes. Et si jamais pour ceux que ça intéresse, où est-ce qu'on peut se procurer les tomes du Garde? Alors on peut se les procurer sur les quelques festivals où je suis présent en tant qu'auteur du Garde. En revanche, le moyen en ce moment, puisque les festivals, on n'en fait pas beaucoup pour cause de Covid-19, là je peux tout à fait mettre en ligne les coordonnées de la page du Garde républicain sur Facebook, ou bien ma page personnelle, puisque j'anime les deux, et vous me contactez, je vous envoie un petit catalogue et vous pouvez commander par correspondance l'ensemble des numéros qui restent disponibles, je le précise, même les tout premiers, dans la mesure où je collabore avec des imprimeurs numériques en ligne, et plutôt que d'avoir d'énormes stocks, je réimprime systématiquement quand un numéro est épuisé. Donc voilà, ça a comme gros avantage de pouvoir conserver l'ensemble des numéros, l'intégralité des numéros disponibles à tout moment, et ce depuis maintenant plusieurs années. Donc voilà, tout est disponible, n'hésitez pas à me contacter pour ça. Ok, n'hésite pas à m'envoyer justement un catalogue, comme ça je verrai pour moi-même. D'accord, si tu peux passer avec plaisir. Ouais, je peux même le mettre sur la zone commentaire. Hein, oui, tu peux taguer ou mettre le lien justement des différentes pages. Comme ça, les gens qui nous regardent, vous aurez directement dans les commentaires les informations. Ouais. Je te propose qu'on enchaîne sur justement plutôt la partie comics en général made in France. Donc il y a des auteurs français, des dessinateurs français qui ont eu la chance d'aller aux États-Unis pour travailler. Je pensais à Olivier Coipel, si ça te parle. Oui, bien sûr, qui sont connus et autres, mais il y a aussi justement, comme toi, des gens en France qui font du comics français. Alors déjà pour toi, c'est quoi un peu la définition de ce mot comics français? Comment tu le décrirais?
Est-ce que c'est des comics américains faits par des Français ou est-ce qu'il y a quelque chose en plus, quelque chose en moins Alors, d'ores et déjà, quand on dit comics américains, c'est un pléonasme, puisque comics, c'est avec la dénomination de bande dessinée aux États-Unis. Et après, il faut savoir de quoi on parle et ce qu'on définit. Les comics, au sens traditionnel du terme, notamment aux États-Unis, et si on se réfère à un genre particulier qui est le genre super-héros, qui est loin d'être le seul genre qui existe en comics, hein, le catalogue Delcourt que j'anime a quelques séries de super-héros, notamment Invincible par exemple, mais la majorité des autres titres sont des titres qui opèrent dans d'autres genres, que ce soit la science-fiction, le fantastique, l'horreur, le polar, bref, tous les genres sont représentés, à l'exception peut-être du western d'ailleurs, quand on regarde bien les parutions américaines. En revanche, ce qui les définit tous et les relie tous, c'est plutôt un rythme de narration, un système de narration qui est propre effectivement à la publication aux États-Unis, qui jusqu'à maintenant au moins et en grande partie, avant l'émergence de ce que tout le monde appelle parfois avec abus les romans graphiques, euh, l'unité de parution de la bande dessinée aux États-Unis et des comics, c'est un petit floppy de 32 pages. J'en ai pas sous la main ici, mais bon, ça ressemble effectivement un petit peu à ça. C'est un dos piqué et tous les mois on a droit à effectivement une vingtaine de pages des aventures du héros ou des personnages que l'on souhaite. Ça fait maintenant de longues années que pas mal de Français sont titillés pour arriver à en faire. Alors tu évoquais Olivier Coipel, qui est un des plus récents arrivés. Il y a aussi Elsa Chartier, il y a aussi Pierrick Collinet. Mais bien avant eux, il y a eu des gens comme Jean-Jacques Zialowski, dès le début des années 2000. Il y a eu bien sûr Jean-Marc Lepissier, j'en reparle puisque je l'évoquais tout à l'heure. Gérald Forton sont des gens qui ont travaillé aux États-Unis depuis maintenant très longtemps. Et en fait, il y a une liste qui est extrêmement longue d'auteurs français qui ont, à un moment donné ou à un autre, collaboré avec des éditeurs américains. Stéphane Roux continue à le faire également en vivant aux États-Unis d'ailleurs. Bref, Fabrice Sapolsky, encore un autre copain que je cite ici, mais je vais pas faire du name dropping. Pour répondre vraiment à ta question, je pense que c'est avant tout une question de narration et de rythme de narration, quel que soit le genre que l'on veut aborder et qui définit effectivement ce que sont les comics. Alors certes, on voit sur la scène indépendante, on va dire, depuis quelques années en France, fleurir un peu comme pour l'être le Garde républicain, des initiatives d'auto-édition de comics à la française. Je pense par exemple au travail que fait Jean-Michel Serragati sur Centaur Chronicles, avec Friedman, avec Patrice Martinez et avec Jean-Marie Migues notamment. On peut penser au Privé également, qui est un excellent polar fait par des Français. On a énormément d'exemples. Là aussi, je vais pas faire une longue liste. Il sera possible de le lister éventuellement en off par la suite hein, sur la page Facebook. Mais il y a énormément d'auteurs, de jeunes auteurs, qui se sont mis depuis maintenant quelques décennies à réaliser des comics. On peut les définir tels quels par leur rythme de narration avant tout et leur format de publication, en étant français, en étant effectivement en vivant en France ici, en les publiant sur le territoire français. Avant ça, il faut se souvenir que l'un des catalyseurs s'est appelé Mustang il y a une quarantaine d'années, c'est-à-dire un magazine publié par les éditions Lug et qui a vu la naissance de Micros par Jean-Yves Mitton et Photonique, hein, j'en parlais tout à l'heure de Sirotota. Et puis tous ces éléments ont donné peut-être confiance à toute une génération d'auteurs pour faire carrière et faire des comics. Paul Renaud, qui habite Toulouse, ainsi que Stéphanie Hans, par exemple, aujourd'hui collabore extrêmement régulièrement avec des éditeurs américains. Le dernier travail en date de Paul, c'est en collaboration avec Alan Davis sur Tarot, qui met en scène les défenseurs et les vengeurs de chez Marvel, tandis que Stephanie Hans, elle, anime sa propre série avec Kieron Gillen qui s'appelle Die chez Image Comics.
Bref, il n'y a plus de frontières aujourd'hui, et ce qui a un petit peu désclérosé tout ça et a permis aujourd'hui à des auteurs français de s'imposer sur ce marché, au même titre qu'il y a quelques années, on a eu des vagues d'auteurs espagnols, d'auteurs brésiliens, d'auteurs italiens. C'est le numérique, Internet et la capacité qu'on peut avoir à travailler à distance sans avoir forcément un contact direct et sur place avec des éditeurs américains. Ça a énormément facilité les choses et ça a permis à des auteurs de grands talents français de s'imposer sur le marché américain et auprès des éditeurs américains. Ok, super. La semaine dernière, on était justement avec Renaud et on parlait un petit peu de comment ça se passe quand on est auteur de manga en France. Est-ce que tu peux partager justement comment ça se passe quand on est auteur de comics, quand on veut se lancer là-dedans? Est-ce qu'il y a un débouché ou il y a un chemin à faire quand on est un jeune auteur pour justement essayer de percer dans le domaine? Alors c'est déjà pas être auteur, c'est déjà pas un métier facile en France en l'occurrence pour commencer lorsqu'il n'y a pas la barrière de la langue. Donc si on veut percer sur le marché américain, ça semble une telle évidence, ça va sans dire et c'est mieux quand c'est dit. Il vaut mieux parfaitement maîtriser l'anglais, ça peut aider. Et si c'est pas le cas, bah dans ce cas-là, choisir de passer par un agent qui aura un avantage et un inconvénient. Un, c'est de chercher du boulot pour vous. Deux, c'est de vous prendre une partie des recettes que vous allez gagner. Deux, le talent finit toujours par payer quand il est associé au travail. Donc ça veut dire que on peut très bien se voir refuser 20, 50, 200 fois sa candidature, son dossier pour travailler sur telle ou telle série. Ça marchera peut-être la fois d'après. C'est la persévérance là aussi qui va pouvoir payer. Il faut aussi pouvoir compter sur le réseau. Il faut savoir qu'aujourd'hui les gens qui donnent du travail au sein des maisons d'édition américaines, c'est un petit peu comme en France, ce sont les éditeurs, les editors. Donc à vous de traquer si vous êtes jeune auteur, à vous de traquer le nom des gens qui sont éditeurs des titres que vous aimez, sur lesquels vous aimeriez pouvoir travailler. Contactez-les sur Instagram, sur Facebook, par les réseaux sociaux dans un premier temps, afin de rentrer en contact avec eux, de pouvoir leur présenter vos travaux, si ça ne convient pas, de pouvoir recommencer pour leur présenter plus tard. Bref, établir un lien, établir un réseau sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour présenter ces travaux, en espérant qu'un jour, on fait suffisamment confiance pour pouvoir faire ça. Ce qui est évident aussi, là aussi ça va sans dire, et c'est quand même beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple de le dire. C'est beaucoup plus simple d'être un dessinateur français pour travailler aux États-Unis que d'être scénariste. On fera assez logiquement, ou pas d'ailleurs, mais c'est comme ça que les choses se passent. Confiance à un auteur dont l'anglais est la langue native, plutôt qu'un Frenchie qui débarque, qui va faire effectivement des fautes de syntaxe, des fautes d'anglais, et on va pas forcément lui confier les rênes d'une série à écrire, hein, tout simplement. Il y a très très peu de scénaristes français qui sont parvenus à percer, comparativement au nombre d'auteurs, de dessinateurs en l'occurrence. Je citais Jean-Marc L'Officier, mais qui a vécu pendant plusieurs décennies aux États-Unis, dont l'épouse est américaine. Et puis la deuxième exception notable pourrait probablement être peut-être Pierrick Collinet, assez récemment, qui a eu quelques publications aux États-Unis, mais j'en vois pas énormément d'autres. Ok. Bon, effectivement, c'est un petit peu compliqué. Et après, si maintenant on est ouais. C'est le parcours du combattant, et puis c'est travail, travail, travail. C'est comme dans la restauration, l'emplacement, là c'est le travail. Ouais, Est-ce qu'il y a des maisons d'édition en France qui parient justement aussi sur les auteurs, les jeunes auteurs français pour faire du comics français, ou est-ce que est-ce qu'il faut déjà avoir un certain nom peut-être dans un autre domaine pour pouvoir proposer quelque chose, ou est-ce qu'il y a quand même moyen aussi de se faire un nom quand on débute, qu'on veut tenter quelque chose? Est-ce qu'il y a des maisons d'édition en France où ça peut être plus facile d'aller démarcher?
Euh, Là, c'est peut-être les auteurs eux-mêmes qui ont fait différentes tentatives qui pourraient mieux répondre encore que moi à cette question. De par ma propre expérience au sein des éditions Delcourt, ce que je peux répondre à ta question, c'est que nous avons tenté à quelques reprises de lancer des comics français, pour réutiliser ce terme. Euh, Ça a été le cas des rééditions, notamment du Micros de Jean-Yves Mitton, avec un peu de création aussi, avec un album qui était Micros et Photonique ensemble. On a lancé Foxboy aussi de Laurent Lefeuvre, Badass de Eric Bana et Bruno Bessadi. Et puis un certain nombre d'autres séries derrière. Il faut être très honnête, c'est qu'à l'exception peut-être de Badass, qui a rencontré un certain succès, d'estime et un petit succès commercial, puisqu'il a même été revendu en termes de droits. La publication a eu lieu même aux États-Unis. Les résultats ne sont pas hyper encourageants, de manière à pouvoir continuer à des expériences sur le long terme et à publier effectivement des comics faits par des auteurs français, par des éditeurs français sur le marché français. La précédente expérience à laquelle je pense, bah, c'est celle de Strangers, que j'avais menée chez Semic il y a maintenant une vingtaine d'années, et que l'on est parvenu effectivement à faire publier aux États-Unis chez Image Comics, de la même manière que l'on avait réalisé un comics Alone in the Dark, tiré du jeu vidéo d'Ubisoft, et qui avait été également publié chez Image Comics à l'époque. Bon, on parle déjà de 20 ans en arrière, donc pour ce qui est d'éléments beaucoup plus récents. Je dois avouer que j'ai pas d'éléments qui permettent de penser que ça a été très 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 variable. Faudrait peut-être voir autour de l'univers de Dofus, mais qui a l'avantage d'être supporté par un jeu vidéo. Il y a quelques éditeurs comme ça, oui, qui tentent l'aventure. Malheureusement, on n'a rien qui se soit inscrit dans la durée suffisamment pour dire que ça a été un succès, quoi. Ok. Bah écoute, on est déjà à plus de 40 minutes de live. Je sais pas si tu as vu le temps passer. Non, moi, mais je suis très bavard, faut m'arrêter. Donc effectivement, hein, quand on fait des lives, les gens ne voient jamais le temps passer. Bon, l'objectif, c'était de rester dans cette période de 30-45 minutes. Je sais qu'il y aurait énormément encore de choses à dire, mais j'ai pas envie Mhm. que le live soit trop long pour pas que ça perde trop les personnes. Donc Pas de souci. on va s'arrêter là. C'est sûr que on aurait pu pousser peut-être pour une autre fois si jamais. Voilà, j'espère que en tout cas ça t'a plu. On a eu pas mal de spectateurs. Malheureusement, on n'a pas eu de questions. Bon, je pense que ça se fera peut-être en replay. Donc, si jamais, n'hésite pas à commenter justement au niveau de la vidéo, parce que les gens pourront ensuite au replay mettre des questions s'ils en ont. Donc, tu pourras toujours réintervenir derrière. En tout cas, est-ce que tu as un mot de la fin pour nos spectateurs? Oui, bah, ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup déjà de l'invitation. Ce sera avec grand plaisir si tu souhaites à un moment donné que l'on développe certaines choses ou qu'on reparle de thématiques un peu différentes, un peu autres. Je serais ravi de le faire en compagnie, en ta compagnie. Et après, bah, le meilleur des mots de la fin, surtout quand on parle de bande dessinée, qu'elle s'appelle comics, manga, manhwa ou fumetti ou BD, bah, ça s'appelle à suivre. Voilà. Eh ben, effectivement, à suivre. Bah, en tout cas, donc moi je te remercie. Après, pour ceux qui nous regardent en live ou ceux qui nous verront en replay, bah, n'hésitez pas à poser des questions si jamais ça vous vient après. Et aussi, si jamais vous avez envie qu'on développe peut-être soit le côté comment fonctionne l'univers des comics en France ou qu'on revienne sur le garde républicain pour parler d'autre chose. Écoute, tu me dis dès que tu es prêt pour qu'on arrête le live. C'est quand tu veux. C'est toi qui as les commandes alors.